Merci beaucoup. Je suis très sensible à tout ce qui vient d'être dit, à ces mots d'accueil très chaleureux. Je veux dire un grand merci de m'accueillir ce matin. Vous faites allusion d'ailleurs dans votre introduction aux propos de ma conférence, vous résumez sans l'avoir entendu, c'est magnifique. Et vous avez fait aussi allusion à une catastrophe qu'était cette émission de France Culture, qui est un très mauvais souvenir, parce que c'était une émission en duplex. Et alors vous pouvez imaginer que je devais participer à un débat, mais je n'entendais pas ce que disaient les autres interlocuteurs. Donc je devais rebondir sur des choses que je n'avais pas entendues. Et ça m'a laissé un souvenir impérissable, évidemment. Mais là n'est pas l'objet de l'intervention. Donc j'ai centré mes propos autour de la question des vulnérabilités. Parce que, évidemment, il faut trouver un point d'entrée et il faut essayer de présenter les choses simplement. C'est un sujet qui n'est sans doute pas neuf, puisque dans l'histoire, vous avez évoqué Jean Delumeau, par exemple, hein, qui, dans des ouvrages connus comme La peur en Occident, ou son ouvrage qui s'appelle Rassurer et protéger, c'est des ouvrages des années 80, a déjà abordé cette question de la vulnérabilité, et sans remonter jusqu'à l'article fondateur, qui est un article de Lucien Febvre dans les Annales, hein, puisque les historiens ils ont toujours besoin de convoquer les pères tutélaires avant de se lancer dans un sujet. Donc Lucien Febvre avait déjà écrit en 1956 un article sur le besoin de sécurité dans la société occidentale. Donc c'est dire que cette question des vulnérabilités est traitée depuis un certain nombre d'années. Simplement, ce qui a changé depuis une dizaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une question obsédante. C'est devenu une question obsédante, et même certains historiens pensent que le seul sujet de l'histoire aujourd'hui, ça serait de s'occuper de cet grand parasite, de ce macro-parasite qui est l'homme, hein, comparé à d'autres parasites qui ont joué quand même un certain rôle dans l'histoire, comme les bactéries, il y a 3,5 milliards d'années, les premières bactéries qui ont commencé à recycler le carbone et qui ont permis la vie, ont joué un rôle majeur, évidemment, dans l'histoire. Mais aujourd'hui, le macro-parasite, c'est effectivement l'être humain. Et pour entrer dans le sujet, j'aime bien m'appuyer sur ce tableau que vous voyez ici et qui a été utilisé par Michel Serres. Michel Serres, en ouverture de son livre « Le contrat naturel » de 1990, il part de ce tableau de Goya en faisant remarquer que les deux hommes que l'on voit sur le devant de la scène sont en train de se battre sans se rendre compte, dit Michel Serres, que plus ils se tapent dessus, plus ils s'enfoncent dans les sables mouvants. Et l'idée, c'est que c'est une sorte de métaphore, hein, une fable philosophique, une métaphore de notre société occidentale qui, pendant des siècles, s'est occupée de ces petites affaires, de ces manigances, comme dit Michel Serres, en considérant l'environnement comme un décor immuable, comme une scène de théâtre, et sans se rendre compte que pendant qu'on s'occupait de nos petits conflits, eh bien, la terre, les eaux, le climat, tout ça était en train quand même de se modifier. Et à la fin du processus, eh bien, les deux hommes, hein, qui se battent vont se trouver complètement ensevelis dans les sables mouvants, mais il sera trop tard. Bon, la seule difficulté de cette lecture, c'est que le tableau en question ne représente pas du tout cette belle fable, mais que quand on l'a décollé de la paroi où il se trouvait, les restaurateurs à l'époque n'ont pas réussi à restituer les jambes des deux protagonistes, et donc c'est resté flou. Hein, c'est resté flou, et d'où la lecture qu'on peut en faire aujourd'hui. Vous voyez le type d'erreurs, hein, que peuvent induire, hein, simplement la lecture des images.
Bien, mais c'est quand même une bonne manière d'entrer dans le sujet. Et puis une autre manière d'entrer dans ce sujet, c'est toujours la littérature, et que la littérature est omniprésente dans ma démarche. Une autre citation, ici empruntée à ce livre magnifique, Herzog de Solbello, qui, en 1961, laisse déjà entrevoir la perspective d'une catastrophe finale. On est en 1961 et pour lui, bien entendu, à cette époque, cette catastrophe finale, c'est l'apocalypse nucléaire, dont on craint assez fortement durant ces années-là. Et ça montre, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'avec la maîtrise ou au contraire la non-maîtrise de l'énergie nucléaire, on est entré dans une période où l'homme prend conscience de son pouvoir extraordinaire, de son pouvoir d'holocide, ou de son pouvoir holocidaire, comme dit Günther Anders, pouvoir holocidaire, c'est-à-dire qu'il est capable de détruire l'humanité elle-même et l'ensemble du monde. Donc, ceci pour aborder la question des vulnérabilités avec un certain nombre de concepts sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais il y a des termes que nous allons utiliser: aléa, risque, vulnérabilité, résilience. Il faut peut-être rapidement préciser les choses. L'aléa, tout d'abord, l'aléa, c'est évidemment le danger qui peut être de toutes sortes. C'est un danger naturel, par exemple. C'est un aléa qui n'est pas forcément une catastrophe. Mais cet aléa va devenir une catastrophe au moment où il croise une vulnérabilité. C'est finalement la rencontre d'un aléa et d'une vulnérabilité qui, avec une certaine probabilité, qui est le risque, avec une certaine probabilité, va devenir une catastrophe. Prendre un exemple simple. Si, quand on traverse l'Atlantique en bateau, il y a un aléa, un danger évident qui est celui de mourir noyé. Mais si on traverse l'Atlantique sur un paquebot ou si on traverse l'Atlantique sur une barque à rame, évidemment, le risque est quand même différent. Donc, dans les deux cas, le danger et l'aléa est le même, mais le risque est plus grand si on traverse dans une barque à rame, parce que la vulnérabilité, évidemment, est beaucoup plus grande dans ce cas-là. Quoique, mais c'est ça le principe. Donc la rencontre entre des aléas naturels et la vulnérabilité des sociétés, qu'on évalue en termes de risque, peuvent interagir et se transformer en catastrophe. C'est une distinction qu'il faut le faire dès le départ. Mais j'ajouterais qu'aujourd'hui, je vous propose de faire une histoire des vulnérabilités, mais sachez que certains chercheurs, dans le domaine des risques en particulier, considèrent que le concept de vulnérabilité est un concept pauvre et qu'aujourd'hui, on devrait plutôt faire l'histoire de la résilience. C'est le mot qui est à la mode, le concept qui vient de la psychologie, et depuis une quinzaine d'années, c'est un concept qui a envahi le vocabulaire des sciences sociales. La différence, on essaiera de la voir au cours de l'exposé. Parler de vulnérabilité, ça laisse toujours entendre que ce qui peut nous arriver est en dehors de nous. C'est quelque chose d'exogène. Le concept de vulnérabilité table encore sur une perception très classique du rapport entre l'homme et la nature, l'homme d'un côté, la nature de l'autre. Et donc la vulnérabilité laisse entendre que le danger, le risque est exogène.
Alors qu'avec le terme de résilience, on a une approche qui considère que précisément ce qui nous arrive a des raisons qui sont endogènes. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur même de la société, à l'intérieur même de l'homme, il y a ces dangers, ces aléas qui peuvent devenir des catastrophes et que nous devons essayer de vivre maintenant avec cela. Et des chercheurs comme Claude Gilbert, qui est un politologue, un sociologue des risques, Claude Gilbert, dit que ce qui est urgent aujourd'hui, c'est que de se préparer, nous devons nous préparer à durer. Et se préparer à durer, c'est justement prendre conscience de cette nouvelle dimension, qui est la dimension de la résilience. Mais enfin, dans le vocabulaire courant, et pour expliquer les choses, on ne peut pas faire l'économie des autres concepts, même si Claude Gilbert considère que ce sont des concepts un peu mous ou pauvres. On ne peut pas faire l'économie d'aléas, risques, vulnérabilité, résilience. On va voir ça au cours de l'exposé. Donc effectivement, je vais essayer de présenter 3 séquences de la catastrophe dans l'histoire, parce que c'est important de les voir se succéder, mais en même temps, vous allez comprendre très vite que ces séquences ne sont pas forcément des successions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle ancien qui tout à coup est obsolète et remplacé par un nouveau modèle. Ce sont des séquences qui se surajoutent les unes aux autres et des modes de comportement qui se différencient sans que le premier, le plus ancien, disparaisse complètement. Tout ceci dans la perspective que, quand on parle de catastrophe, évidemment, on est toujours dans un environnement qui est l'environnement de l'homme, de la société. Dans la nature, il n'y a pas de catastrophe. La catastrophe suppose qu'il y ait des hommes quelque part. C'est-à-dire qu'un volcan, une éruption volcanique en elle-même n'est pas une catastrophe. S'il n'y a personne autour, ça ne pose pas de problème. Elle devient catastrophe quand les activités humaines sont touchées. On est bien rendu compte il y a quelques années en Europe avec le volcan d'Islande, un volcan qui est en éruption dans une région où il n'y a pas un chat, donc en soi, ce n'est pas une catastrophe. Et puis, en quelques jours, ça devient une catastrophe parce que ça paralyse l'ensemble du trafic aérien. Donc, il faut bien prendre conscience de ce problème. Les catastrophes n'existent que dans la mesure où les hommes sont concernés. Sinon, il n'y a pas de catastrophe et la nature elle-même ne connaît pas les catastrophes. Première séquence, c'est ce que j'appelle les sociétés de la protection. Bon, on ne voit pas, le titre est caché, mais tout en haut, ça devrait être marqué. Les sociétés de la protection, c'est la première séquence. Société de la protection contre les aléas, c'est un modèle qui fonctionne face à des risques avérés et récurrents, comme ceux qui sont illustrés par les 2 images ici. Dans des régions comme la mer du Nord, on est habitué à avoir des ondes de tempête. Et donc on se prémunit contre ce type d'événements. On s'en prémunit en construisant des digues ou, on le voit mal, mais les maisons, les toits de chaume en Frise orientale, par exemple, les toits de chaume sont posés sur les maisons, mais avec un système qui permet que quand l'eau arrive, il se soulève et ça forme des espèces de radeaux. Donc on a des techniques pour faire face à des risques avérés et récurrents. Vous remarquez que sur l'image, il y a évidemment une femme en train de prier. Ça, c'est un motif qui revient toujours dans l'iconographie des catastrophes, on y reviendra. Ou ici, dans les régions de montagne, c'est une photo, bon, elle n'est pas de grande qualité, mais c'est quand même saisissant. Vous avez un morceau de forêt au-dessus d'un village, alors qu'il n'y a pas du tout de forêt autour. C'était évidemment une forêt qui a été soigneusement entretenue et qui est vitale pour que le village ne soit pas enseveli par les avalanches.
on est là dans un système, société de la protection, on connaît un certain nombre de risques, on sait que ça peut arriver, que ça va arriver, et on se comporte en conséquence. Parce que dans la société ancienne, évidemment qu'on est conscient, et j'aime bien cette pensée de Pascal, hein, ça date de 1669, hein, l'homme qui est un roseau. L'homme est un roseau, mais un roseau pensant, c'est-à-dire qu'il est capable, hein, face à des aléas, face à la transformation de ces aléas en catastrophe, hein, il a conscience, hein, il a conscience de la chose. Et ça différencie beaucoup, ça différencie par rapport aux forces de la nature qui, elles, ne savent pas. Même si on se fait écraser par l'univers, l'avantage de l'humanité, c'est qu'elle sait, hein, ce qui va l'anéantir. Alors que l'univers, lui, il ne sait pas. On est en 1669, hein, je trouve que c'est assez extraordinaire comme pensée fulgurante, hein, et d'une actualité évidemment tout à fait considérable, dans une société où la mort est omniprésente. Hein, parce que dans ces sociétés de la protection, si une catastrophe survient, on paye cash. Hein, on paye cash par des milliers, des dizaines de milliers de victimes. Donc, on a une conscience de cette omniprésence de la mort qui se manifeste concrètement, régulièrement, par des reculs démographiques. Donc la mort est omniprésente, hein, tout à fait le contraire de nos sociétés où là, on fait tout pour dissimuler les vulnérabilités et pour dissimuler la vulnérabilité ultime qui est la mort. Pour illustrer encore ce point de vue, j'aime bien utiliser ce film que vous connaissez peut-être, le film de Robert De Niro, sur le pont de San Rey, hein, qui est un roman d'auteur américain qui est très connu aux États-Unis, un roman de 1927 qui reprend une histoire qui se passe à Lima en 1714. C'est un événement historique d'ailleurs, hein, la rupture d'un pont à Lima en 1714. Alors ici, lu à travers un roman de 1927, il faudrait décoder parce qu'il y a évidemment des rapports avec le contexte, et puis revu dans un film de 2004, enfin ce n'est pas le seul film sur cet épisode. Mais c'est un film qui est tout à fait révélateur du mode de fonctionnement des sociétés anciennes par rapport à la catastrophe, puisque cet événement, la rupture du pont de Lima, précipite dans le vide 5 personnes. 5 personnes, et il y a là un moine qui s'appelle Juniper et qui veut vérifier, qui veut essayer de comprendre pourquoi ces gens sont morts. Parce que dans la conception ancienne, si ces gens sont morts, c'est que c'était écrit quelque part. Hein, c'est que la Providence avait décidé que ce jour-là, le 20 juillet 1714, ces 5 personnes devaient mourir. Donc le frère Juniper mène une enquête. Hein, vous connaissez ce livre ou ce film. Alors ça vaut la peine de le projeter, de le voir, même si cinématographiquement il n'est pas extraordinaire, mais il est intéressant. Donc le moine mène une enquête pendant 6 ans pour essayer de comprendre pourquoi ces 5 personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres se sont trouvées précisément ce jour-là sur le pont et ont été précipitées dans le vide. Et puis après 6 ans de recherche, il arrive à la conclusion que c'est le hasard, qu'il n'y a aucune raison dans la vie des 5 personnes qu'elles soient le 20 juillet 1714 punies par Dieu, qu'il n'y a aucune raison qu'elles se trouvent ensemble sur le pont à ce moment-là, et il fait un rapport. Et dans la société du temps, au XVIIIe siècle,
marqué par l'ambiance inquisitoriale, c'est une espèce de... C'est très mal vu par la hiérarchie et l'Église lui fait un procès et il est condamné au bûcher parce qu'il a mis en doute la providence divine, en affirmant que ce n'était pas la providence qui avait voulu que ces gens soient punis, mais que c'était le hasard. Et là, dans une des dernières scènes du film, il est sur le bûcher et ses dernières paroles, c'est qu'il avoue qu'il n'a pas compris le dessein de Dieu. Après 6 ans de recherche et d'analyse des parcours de vie des 5 victimes, il n'a pas compris le dessein de Dieu. On est dans un système de justice distributive. Dieu est là pour avertir et pour punir les hommes de leur transgression. Le problème se pose aussi bien pour les individus que pour les collectivités. Il y a là les 2 niveaux, c'est parfois assez complexe de les articuler. La punition, elle est évidemment physique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une vulnérabilité donc des sociétés et des êtres par rapport à ces menaces de la justice divine. Il y a donc une vulnérabilité physique, ça c'est évident, mais il y a aussi une vulnérabilité quasi ontologique par rapport à la providence divine, parce que le mal qui est puni et qui se traduit par la mort des personnes concernées, le mal en même temps, ça conduit l'homme à une perte irrémédiable, à la damnation, et donc la vulnérabilité ontologique, c'est de ne pas pouvoir assurer son salut dans l'au-delà. Et ça, c'est très présent dans la problématique de cette séquence de la protection, où on va essayer par tous les moyens de trouver des échappatoires et de se protéger contre ce risque, contre cette vulnérabilité physique et contre cette vulnérabilité ontologique. On le voit alors dans toutes sortes de gravures, dès qu'on... Cette image est assez intéressante parce qu'on voit l'incendie d'une ville, mais la cause, c'est Dieu dans ces nuages qui envoie la foudre sur la ville pour punir. La foudre, c'est l'instrument par lequel Dieu punit les hommes. La question devient complexe, comme dans ce cas de Hambourg, que je pourrais détailler longuement. La question devient complexe quand c'est peu explicable. L'incendie, comme ici, l'église Saint-Michel de Hambourg a été détruite par la foudre en 1750, et c'est le seul bâtiment qui a été brûlé, alors que si vous connaissez Hambourg, Saint-Michel, c'est à côté de Sankt Pauli, qui est la ville de toutes les turpitudes. C'est là qu'il y a la prostitution, etc., aujourd'hui encore et au XVIIIe siècle déjà. Donc la question était assez complexe. Pourquoi est-ce que Dieu a puni l'Église alors que juste à côté il y avait des établissements qui auraient quand même bien plus mérité les foudres divines? Et donc on s'efforce de trouver des réponses et il y a une vingtaine de sermons qui ont été faits parce que le sermon est à ce moment-là la manière de médiatiser la catastrophe. Avant le XVIIIe, XIXe siècle, c'est le sermon qui est le canal par lequel passe l'information et puis l'interprétation, la lecture des événements. Après, la presse, etc., et puis les moyens des médias modernes. Mais dans une vingtaine de sermons qui essayent de comprendre pourquoi, et je vous passe les circonvolutions théologiques pour essayer de justifier quand même cet événement. Donc, si vous voulez, dans cette société qui est constamment confrontée au risque d'une catastrophe, eh bien, on va essayer par tous les moyens d'abord d'essayer de lire les signes annonciateurs qui pourraient
permettent de comprendre que, évidemment, le risque est en train de s'aggraver. Et les signes sont de toutes sortes, donc on regarde les signes du ciel, on regarde les astres, les comètes, mais aussi, c'est frappant au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, il y a très fréquemment des baleines qui viennent s'échouer sur les rives. Là, je reste toujours dans le domaine européen, hein, des baleines qui viennent s'échouer sur les rives de la mer du Nord assez fréquemment, puis on essaie, je trouve ça bizarre. Hein, donc des baleines qui se suicident en quelque sorte, hein, en venant s'échouer sur les... Et alors on voit sur les gravures, il y a des dizaines de savants avec des instruments qui essayent de scruter le corps de ces gigantesques cétacés pour comprendre, pour essayer de trouver des indices, pour comprendre ce que ça signifie, ce que ça annonce. Et puis l'autre technique, ce sont les saints protecteurs. Très important dans ces sociétés anciennes, une communauté doit toujours se mettre sous le patronage d'un saint protecteur. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental, parce qu'il faut bien choisir le saint protecteur avec lequel on a un rapport contractuel. C'est-à-dire on lui donne quelque chose et puis on attend en échange qu'il vous protège. Donc toutes les communautés, toutes les paroisses ont des saints protecteurs. Il y a des saints spécialisés contre les tremblements de terre, des saints spécialisés contre la peste, etc. Vous connaissez ça. Mais on fait un contrat avec lui. Et en général, ça marche. Hein. Il y a, par exemple, dans les Alpes, qui est un de mes domaines de recherche privilégiés, dans les Alpes, on s'est inquiété au XVIIe siècle de l'avancement des glaciers. On était dans une phase d'avancée glaciaire, et les glaciers commençaient à descendre dans les vallées, recouvraient les pâturages. Donc, on a à ce moment-là fait des démarches, des contrats avec des saints protecteurs ou avec Dieu directement pour obtenir le retrait des glaciers. Et ça a marché, hein, puisque les glaciers ont reculé et ne cessent de reculer. Alors, il y a par exemple une communauté dans le Valais suisse qui, depuis 1678, fait chaque année une procession, le 31 juillet, hein, c'est le contrat qui avait été fixé en 1678, une procession pour obtenir le retrait des glaciers. Et puis, il y a quelques années, ils se sont dit, mais ça marche quand même un peu trop bien cette histoire. Donc, ils ont délégué à Rome, auprès du pape, l'autorité locale, pour demander d'inverser la démarche. Et ils ont obtenu de Benoît XVI de continuer à faire la procession le 31 juillet, mais cette fois-ci pour demander que le glacier croisse. Et alors, ça nous fait sourire, mais c'est un mode de gestion, hein, quand même, un mode de gestion de l'adversité et de la catastrophe, hein, qui est ancré dans les mentalités, dans les comportements, et les mentalités trop rationnelles, évidemment, rejettent ça, mais il faut bien vous dire que ça a fonctionné et ça a suffi à donner quand même un certain sentiment de sécurité à des dizaines de milliers de personnes pendant des siècles. Donc c'est quelque chose d'important. En résumé, parce que je vois que je m'étends un peu beaucoup, en résumé, dans cette société de la protection, vous avez ce type de schéma. C'est que au départ, si la catastrophe est due fondamentalement à un désordre moral ou un désordre social, ce désordre moral, que ce soit individuel ou collectif, entraîne la rétribution divine. Là, c'est inévitable. Hein. On sait que dès qu'il y a quelque chose qui est fait contre les lois morales ou contre les lois sociales, la rétribution va intervenir. Et une fois que cette punition divine est intervenue, la réaction des communautés, c'est de renforcer les normes.
C'est-à-dire que pour éviter les transgressions, on va renforcer les normes morales ou les normes sociales. Donc j'appelle ça une réaction restaurative, si vous voulez. Dans ce type de société, on réagit pour restaurer l'ordre moral et l'ordre social. Mais ça implique quand même à la fois une grande expérience, parce que c'est l'expérience qui va permettre de définir les mesures à prendre, et puis par ailleurs, on est vraiment dans des sociétés de la responsabilité. C'est que si quelque chose arrive, c'est l'individu ou la communauté, c'est tout un grand problème, le passage de l'individuel au collectif, mais la communauté ou l'individu ont fait des transgressions et il faut prendre des mesures pour limiter justement ces transgressions. Mais en aucun cas, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais en aucun cas on imagine que ce qui arrive est toujours dû à l'intervention divine. On dit la providence. Bon, c'est une façon de résumer les choses, mais dans ces sociétés, on sait très bien qu'il peut y avoir des avalanches, des inondations, des épidémies, qu'il y a des choses qui sont dans la normalité. Il y a des choses qui sont dans la normalité. Seulement, on est très attentif à analyser les signes pour voir si des situations exceptionnelles ne sont pas dues à d'autres causes que des causes naturelles. Et c'est quand il y a des situations qui sont considérées comme exceptionnelles qu'on va chercher, qu'on fait intervenir la providence divine et qu'à ce moment-là, on va prendre les mesures qui s'imposent. Mais dans la vie courante, on n'est quand même pas au point de croire que tout ce qui vous arrive, si vous glissez dans la rue, si c'est une punition divine. Pas forcément une punition. Là, il y a une dérive possible. C'est seulement les situations exceptionnelles qui ne s'expliquent pas par des faits naturels qu'on considère que la providence est intervenue pour punir et pour montrer qu'il y avait une transgression. Enfin, on va revenir là-dessus. La deuxième type de réaction qui alors se surimpose à la première sans la faire disparaître et qui va durer, en tout cas, qui va être le mode majeur de réaction jusqu'au XXe siècle, c'est ce que j'appelle les sociétés de la prévention. C'est-à-dire on entre là dans une mentalité différente, une mentalité moderne, qui essaye alors d'intégrer cette fois-ci l'avenir. Avant, on était tourné vers le passé, c'est l'expérience qui permettait de gérer les situations de crise. Ici, on va essayer de prévoir. On entre dans une société de la prévention. Cette société de la prévention, ça implique un nouveau vocabulaire. Alors là, encore une fois, en allant très vite, dans le modèle précédent, on n'utilise jamais le mot catastrophe, puisque vous savez que le mot catastrophe, on s'est très discuté l'apparition du mot catastrophe dans les différentes langues, mais en gros, en français, et ce n'est pas trop différent dans des autres langues européennes, en français, le mot est du registre du théâtre. Une catastrophe, c'est la fin tragique dans une pièce de théâtre. Ce n'est que progressivement que le mot catastrophe prend le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Alors ça apparaît au moment du tremblement de terre de Lisbonne, l'usage actuel du mot catastrophe apparaît déjà au moment du tremblement de terre de Lisbonne, milieu 18e, mais en fait, l'usage courant du mot catastrophe, ce n'est que la deuxième moitié du 19e siècle. La preuve, c'est que on a une étude de Paul Allard a comparé les inondations de 1856 et les inondations de 1993 dans le Rhône, et a étudié le vocabulaire de ces deux catastrophes qui sont tout à fait similaires. En 1856, les termes qui sont utilisés, c'est désastre, sinistre, fléau, calamité. Le catastrophe n'est pratiquement pas utilisé au milieu du 19e siècle. Mais c'est encore fléau, calamité, c'est-à-dire
fléau, calamité, désastre, ce sont des mots qui renvoient au registre de la Bible. C'est des mots bibliques. C'est les fléaux d'Ézéchiel dans la Bible. Donc on a un vocabulaire biblique qui montre bien qu'on est dans une société qui est branchée encore sur ce modèle de la providence rétributive. Alors que lors des inondations de 1993, le vocabulaire, le mot qui arrive en premier, c'est le mot catastrophe, justement. Le mot catastrophe, on n'emploie plus du tout désastre, fléau, calamité. Il n'y a aucune occurrence de ce vocabulaire au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, mais c'est le mot catastrophe, et puis un mot qui n'existait pas au XIXe, le mot risque, qui intervient. Le mot, et puis le mot victime, et le mot sinistré, ça c'est un mot également nouveau du XXe siècle, et puis le mot victime, pour nous, victime est réservé aux blessés et aux morts, alors qu'au XIXe siècle, on employait victime pour tous ceux qui avaient vécu la situation, qui n'était pas forcément catastrophique, je reviendrai là-dessus. Donc il y a un mot nouveau, le mot catastrophe, qui dit bien cette distanciation que prend la société du XIXe siècle par rapport à ces événements naturels. Le mot catastrophe, on pourrait évidemment revenir dans la discussion là-dessus. C'est la fin de la conception ancienne, c'est la fin de la théodicée, si vous voulez, puisque dans la société ancienne, tout était pensé de manière quand même équilibrée. C'est-à-dire, si quelque chose arrive, c'est en vue d'un mieux social qu'on ne perçoit pas forcément immédiatement, mais qu'on va peut-être comprendre. La théodicée, qui donc essaye, le mot veut dire la bonté de Dieu, on essaye de dire la bonté de Dieu, fait que tout est prévu, tout est bon, tout est bien pour le meilleur des mondes. C'est le résumé qu'en donne Voltaire. Donc il y a des exemples caricaturaux de cette conception du monde. L'herbe est verte parce que le vert est bon pour les yeux. L'herbe est là parce qu'il y a des bovins qui vont la manger, et les bovins sont là pour qu'on puisse faire de la soupe, pour que les hommes puissent manger de la soupe. On ne fait pas la soupe avec les ânes, mais les ânes sont là pour que les hommes puissent se comparer à eux et ne pas se comporter comme des ânes, etc. Vous voyez, où j'ai un nez pour pouvoir poser mes lunettes. Donc, tout est expliqué de manière quand même, comme ça, tout s'enchaîne. Alors, le problème, c'est que quand est arrivée la catastrophe de Lisbonne, le tremblement de terre de Lisbonne, 1755, là, on se demande, mais au fond, ces dizaines de milliers de morts, parce qu'à l'époque, on croyait qu'il y avait eu plusieurs dizaines de milliers de morts, on se demande, mais pour quel mieux ces morts sont-ils prévus? Alors Voltaire peut bien ironiser en disant, mais il y a quand même les vers de terre qui se réjouissent parce qu'ils auront de quoi manger pendant un certain temps, mais ce n'est pas une explication qui emporte totalement l'adhésion. Donc Lisbonne a remis les choses en cause. Et le confort de la physico-théologie, c'est ce qui est exprimé de manière un peu... Oui, j'aurais pu prendre plutôt cet exemple, j'ai oublié que je l'avais. C'est dans Voltaire, où on voit que tout a un sens, tout s'enchaîne. Il y a une chaîne dans la création qui fait que tout est lié, tout est logique. Il y a de l'ordre partout où tout est bon. Alors on pourrait multiplier ce type de citations.